Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors aujourd'hui une émission un petit peu particulière, nous tournons depuis chez nous puisque les caméras de TV Liberté ont été réquisitionnées aujourd'hui pour le tournage et la captation vidéo de la soirée anniversaire de TV Liberté, les 8 ans de TV Liberté, une grande soirée que vous pourrez certainement retrouver sur notre chaîne. En attendant, on passe tout de suite à notre sommaire de la semaine. En image de la semaine tout d'abord, l'été et ses fortes chaleurs sont arrivés et les nombreux débordements de violence et d'incivilité n'ont pas tardé à survenir. On va revenir sur ces épisodes nautiques et parfois traumatisants qui se sont déroulés en France, en Navarre et en Belgique. On passera ensuite à notre premier sujet de la semaine, les législatives, leurs résultats, quelles leçons en tirer et surtout quel traitement médiatique a été effectué sur cette grande campagne. Nous aurons bien évidemment notre revue de presse hebdomadaire avec des sujets divers et variés, donc ne ratez rien, restez bien avec nous. Et ensuite, enfin, en deuxième sujet, un autre sujet législatif en quelque sorte, celui de Rachel Keke, cette femme de chambre élue députée dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, investie par la NUPES, finalement un personnage un petit peu ambivalent, on le verra ensemble. Immédiat numéro 401, c'est parti. L'été et ses fortes chaleurs sont arrivés donc et les nombreux débordements de violence et d'incivilité n'ont pas tardé à survenir et c'est notre image de la semaine tout d'abord à Paris dans un centre nautique appelé Aqua Boulevard. Des incivilités ont également été remarquées dans certaines banlieues parisiennes, c'est le cas d'Aubervilliers, on regarde tout de suite. Et enfin, une image qui nous provient de Belgique, cette fois, au lac de Gand, où des jeunes assez typés ont maltraité et martyrisé une carpe. Alors ce ne sont pas les seuls incidents qui sont à déplorer finalement cette semaine. Panique au centre nautique Aquarive, 400 individus forcent le passage, le personnel est encore sous le choc et l'établissement a dû fermer ses portes un jour plus tôt. Jean-Yves, c'est une véritable épidémie d'incivilité et de débordement, si ce n'est violence finalement, qu'on peut retrouver sur les rives des piscines et des lacs cette semaine. Oui, alors ces images sont assez parlantes. Et je crois qu'on aurait pu trouver les mêmes dans beaucoup, on a pu trouver les mêmes dans beaucoup de piscines municipales, même si ce n'est pas toujours aussi spectaculaire que ce qu'on a pu voir sur Aqua Boulevard. Qu'est-ce que c'est ? Au fond, c'est l'arrivée massive de jeunes garçons, de jeunes adolescents, voire de jeunes hommes, noirs ou arabes dans les piscines, en très grand nombre, plutôt d'ailleurs concentrés dans les pataugeoires, parce que manifestement l'éducation nationale n'est même plus capable d'apprendre à nager, et donc on les voit concentrés dans les endroits où il y a pied. Alors, ce qui est frappant, c'est deux choses. C'est, on va dire, la diversité, pour employer le vocable politiquement correct, est très représentée. Par contre, la parité est quasiment absente. Il y a beaucoup de jeunes garçons, mais il n'y a pas de fillettes. Il y a beaucoup d'adolescents, mais il n'y a pas d'adolescentes ou pratiquement pas d'adolescentes. Voilà, c'est très genré comme événement. Voilà. Mais ça, c'est représentatif de ce que portent avec elles ces populations. Il n'y a pas la parité, et quand finalement des femmes se trouvent dans la piscine, ça a été le cas en Allemagne, eh bien, il arrive qu'elles se fassent agresser sexuellement. Par exemple, à Kaufbeuren, donc en Allemagne, 3 jeunes filles de 12 ans ont été agressées sexuellement par une bande parlant, je cite, un allemand approximatif. Donc, on sait très bien de qui il s'agit. Ce sont en réalité des clandestins ou des réfugiés, que sais-je, somaliens ou turcs. Merci Jean-Yves pour cet éclairage sur l'image de la semaine. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, les législatives, les leçons à en tirer et le traitement médiatique qui en a suivi.
Alors, première leçon à tirer, et peut-être c'est peut-être la seule leçon à tirer de ces législatives, Jean-Yves, seule véritable leçon, eh bien, c'est que les sondeurs se sont plantés ce week-end. On peut regarder, par exemple, ensemble, ce sondage d'opinion de Harris Interactive du 10 juin 2022, donc peu avant le premier tour. Composition projetée de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. On peut voir que la majorité présidentielle, on lui donnait entre 265 à 305 sièges. La NUPES, un petit peu sous-estimée, 90 à 110 sièges. Et le Rassemblement national, là, c'est vraiment la grande surprise de ce week-end dernier, Jean-Yves. 25 à 48 sièges projetés, et c'est finalement plus de 80 députés qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale. Personne ne s'y attendait. Qu'en est-il maintenant de la réaction médiatique ? On va regarder un petit peu ça ensemble. 20 minutes, la douche froide. Les coulisses d'une catastrophe, nous dit l'Express. La gifle, dit Libération. Ingouvernable, selon le Parisien. Le séisme, pour les Échos. Et enfin, les secrets d'une fin de règne de valeur actuelle. Tous les journaux y sont allés finalement de leur pic un petit peu catastrophiste, à la fois vis-à-vis de la France et à la fois vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de ce traitement médiatique, Jean-Yves ? Est-ce qu'il a été efficace ? Est-ce qu'il a été juste ? Oui, les sondeurs se sont trompés, comme tout le monde, hein, en vérité. Personne, y compris d'ailleurs les chefs politiques, ne s'attendait à un tel résultat. Je dois dire, il y a une personne, moi, qui m'avait montré son inquiétude il y a une dizaine de jours avant l'élection. C'est le candidat Modem dans la circonscription où j'ai voté, qui a été élu d'ailleurs, mais qui sentait un rejet de Macron dans l'opinion, qui s'est retrouvé quand même dans les urnes. Parce que qu'est-ce qui explique le résultat ? C'est qu'il y a eu très peu de mobilisation au deuxième tour des électeurs, des candidats éliminés au premier tour. Quel que soit le candidat éliminé au premier tour, NUPES, RN, LR ou Ensemble, c'est frappant, 50% s'abstiennent, 30% votent d'un côté, 10% votent de l'autre côté. Ça veut dire que sur 100 électeurs NUPES ou RN éliminés, il n'y en a que 10 qui votent d'un côté. Et donc, évidemment, le résultat se fait sans les éliminer du premier tour, ce qui explique notamment le résultat du RN, parce qu'il n'y a pas de vote de barrage. Ce qui explique aussi le résultat du RN, selon Renaud Pilat de LCI, et je pense que ça a pesé aussi, c'est les événements du Stade de France, le déferlement des racailles de banlieue à l'occasion du match avec Liverpool, qui a aussi sans doute frappé un certain nombre d'électeurs et qui a pu les conduire soit à voter pour le RN, soit à s'abstenir de voter contre lui. Si on complète un peu l'analyse et qu'on regarde les camemberts, il y a tout de même une certaine partialité dans les camemberts. Vous les avez sur vos écrans. D'abord, il y a le camembert de quotidien. Enfin, on est habitué, ce sont des informateurs qui ne respectent absolument pas la proportionnelle, parce que Ensemble, qui n'a pas la moitié de l'Assemblée, en a les 2/3 dans leur camembert, pendant que le Rassemblement national et les Républicains occupent à peu près 2 fois moins de place que la NUPES, alors qu'ils ont le même nombre de sièges. Donc là, on est dans la désinformation par l'image classique. Et puis, il y a une désinformation plus subtile, enfin, si on ose dire, dans le journal Le Monde, qui là respecte la proportionnalité des sièges obtenus dans son camembert, mais c'est d'une finesse extrême, choisit la couleur marron pour représenter les élus du Rassemblement national. Voilà. Alors un traitement médiatique bon d'un côté et qui pêche un petit peu de l'autre. On a pu noter quand même la répétition incessante dans les médias d'un certain vocable ingouvernable. Ingouvernable pour désigner cette absence de majorité absolue en France, et on regarde un petit peu quelques images de la télé.
Comment gouverner quand on n'a pas de majorité? C'est la mission impossible d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un temps de crise avec une assemblée qu'on dirait ingouvernable. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on va pouvoir gouverner pendant les 4 ou 5 ans qui viennent. Ingouvernable également selon Les Échos, selon Le Point, selon France Culture, et j'en passe. En fait, tous les médias y sont allés de leur petite qualification. Alors parfois c'était ingérable, souvent c'était ingouvernable pour désigner cette assemblée et la France de manière générale, Jean-Yves. Oui, alors ingouvernable, c'est faux. On pourrait dire délicat à gouverner, difficile à gouverner. Ingouvernable, c'est faux. Je vais vous donner trois raisons pour lesquelles c'est faux. La première raison, c'est que chez tous nos voisins européens, il y a des assemblées élues à la proportionnelle et qui sont donc aussi complexes que celles que nous avons aujourd'hui en France. Première raison. Deuxième raison, en France, de 1986 à 2004, les régions étaient élues à la proportionnelle intégrale et dans beaucoup de régions, il n'y avait pas de majorité. On avait dit d'ailleurs à l'époque que les régions étaient ingouvernables. En fait, elles ont été gouvernées par des majorités qui pouvaient éventuellement évoluer, qui pouvaient être au cas par cas, mais ça a fonctionné. Donc en France, pas au Venezuela ou que sais-je encore. La troisième raison, c'est que la Ve République n'est pas seulement un régime présidentiel, c'est ce qu'on appelle, en tout cas c'était la conception de 1958, lors de la naissance de la Constitution, ce qu'on appelait du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire que l'exécutif dispose d'un certain nombre de moyens qui peuvent l'aider à faire adopter ses propositions, ses projets de loi. Ça peut être le vote bloqué, ça peut être le mécanisme de censure qui est difficile à réunir, ça peut être le 49.3, ça peut être... Il y a beaucoup de moyens. Par conséquent, dire que c'est ingouvernable, c'est tout à fait erroné. Alors, c'est peut-être difficile à gouverner parce que Macron a un comportement autocratique, autoritaire, et qu'il n'est peut-être pas très apte à discuter, comme l'avaient été d'ailleurs Mitterrand et le Premier ministre Michel Rocard en 1988, où il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et ça a fonctionné pendant 5 ans très correctement. Simplement avec des hommes, indépendamment de ce que peut en penser, qui savaient négocier, discuter, ce qui est sans doute moins le cas de M. Macron et de Mme Borne, mais peut-être qu'on nous prépare et l'intervention du président Macron mercredi soir va un peu dans ce sens. Peut-être qu'on nous prépare à l'idée qu'il faudra retourner devant les urnes avec une dissolution. Si la dissolution a lieu, que Macron gagne, il repartira, j'allais dire, comme en 14. Si la dissolution a lieu et qu'il perd, ce sera la démission. Voilà. Merci Jean-Yves, je pense que je comprends un petit peu mieux tous ces enjeux de l'Assemblée maintenant. Alors, finalement, si c'est pour préparer l'idée d'une dissolution dans les cerveaux français, le vocable des médias, qui est rabâché et rabâché encore et encore, n'est peut-être pas si innocent que ça, en tout cas. Et alors, une dernière petite leçon, qui est un ajout personnel, si je puis dire, de cette présidentielle, ce serait peut-être que les campagnes se gagnent plus par diabolisation d'un camp, en l'occurrence le RN ou Éric Zemmour, que par la propagande pour une formation politique, comme ça a été le cas pour la NUPES, qui a été surreprésentée dans les médias, Jean-Yves. Là, on constate que plus la NUPES a été mise en avant dans les médias, moins il y avait de place pour la diabolisation du RN, et plus le RN a percé, parce qu'on a moins parlé d'eux, finalement. Oui, alors ça, c'est très, très, très juste comme observation, très, très fine observation. On pourrait d'ailleurs ajouter que la NUPES a été un peu diabolisée. On a revu un petit peu, en gros, le vieil anticommunisme qui a été un ressort électoral important pendant 20 ans ou 30 ans, la crainte du Venezuela. Donc, effectivement, la NUPES... Les chars soviétiques dans Paris. Pas tout à fait, mais presque. Donc, ils ont bénéficié d'une propagande très puissante, mais qui a aussi peut-être débouché un petit peu sur une certaine forme de
de réticence, voire de diabolisation. Donc, de fait, le Rassemblement national a été moins diabolisé qu'il ne l'avait été, évidemment, entre les 2 tours de la présidentielle, et la NUPES beaucoup plus. Tout ça, c'est les calculs cyniques de Macron, avec l'aide des médias malgré tout, hein, mais qui se retournent peut-être un peu contre lui. Merci Jean-Yves, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. On passe tout de suite à notre revue de presse hebdomadaire. Dans la nuit du samedi au dimanche dernier, la célébration de la fête de la Saint-Jean a tourné au cauchemar pour des militants de l'Action française à Amiens, alors que les militants du mouvement royaliste s'étaient retrouvés dans une ambiance festive, c'est-à-dire du sport, des conférences et un banquet. Un groupe d'individus cagoulés a fait irruption sur le lieu du rendez-vous dans l'intention de faire un véritable carnage. Je vous lis tout de suite le communiqué de presse de l'Action française à ce sujet. Ce samedi 18 juin se réunissaient plus de 50 militants de la Fédération Nord-Picardie de l'Action française. Le succès et la bonne tenue de cet événement ont été perturbés au beau milieu de la nuit, lorsque les militants endormis ont brutalement été attaqués par une quinzaine de personnes cagoulées, armées de matraques, de couteaux, et s'éclairant à la lueur de torches pyrotechniques. On apprend également dans leur communiqué un petit peu plus détaillé sur actionfrançaise.net, 4 militants ont été blessés au cours des affrontements, dont 2 sévèrement, qui ont dû être conduits en urgence à l'hôpital. Une militante suite à des coups de matraque d'une violence extrême à la tête, et un militant très, très largement entaillé au couteau. Tout ça, Jean-Yves, dans une occultation et un silence médiatique absolument complet. Oui, alors ça, c'est quand même extraordinaire parce que ces petits groupes politiques, sont suivis de très près par les médias. Il y a toute une série de spécialistes qui s'y intéressent parce qu'ils espèrent toujours exploiter, entre guillemets, un dérapage. Par contre, lorsque ces groupes sont victimes de violences des milices d'extrême gauche, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, là, c'est silence radio, occultation totale des événements, en dehors, effectivement, de Valeurs Actuelles qui en a justement parlé et de présent aussi, je crois. Également Nicolas Faure, l'ancien présentateur d'Immédiat sur sa chaîne Sunrise, qui a interviewé en longueur dans son dernier épisode de Sunrise Europe le porte-parole de l'Action française, Antoine Grosjean. Donc si jamais vous avez une heure à tuer après l'épisode d'Immédiat, je vous enjoins à regarder cet épisode très intéressant. En attendant, Hugo Clément, que nos plus jeunes spectateurs connaissent tous très certainement, qui est un journaliste et un militant animaliste à la fois, nous a fait part d'une grande nouvelle sur son compte Facebook. Il nous annonce qu'il rejoint la matinale de France Inter à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à partir de fin août, et que vous pourrez le retrouver avec un plaisir incommensurable, j'imagine, tous les mercredis matins à 7h20 sur la première radio de France. Jean-Yves, c'est un petit peu inquiétant au vu de l'importance de ces matinales. Alors, deux choses. D'abord, il est défini comme journaliste et militant de la cause animale. Voilà. On imagine quelqu'un qui se définirait comme journaliste et militant chasseur. Ça paraîtrait peut-être un petit peu bizarre. On va remarquer, c'est honnête de reconnaître qu'on est militant, finalement. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une carrière par Canal+, par Quotidien, qui est allé sur Combini, qui n'est pas très regardant sur les moyens qu'il utilise pour faire avancer les idées qui sont les siennes. Alors, c'est vrai que le fait que France Inter le recrute est tout de même assez extraordinaire, puisque le problème de la matinale de France Inter, c'est qu'elle est déjà totalement orientée à gauche et à l'extrême gauche. Pendant la campagne législative, et sans que l'Artcom n'y trouve à redire, pendant la campagne législative, plus de 60% du temps des matinales de France Inter ont été consacrés à la NUPES. Donc, ça ne va pas s'arranger avec le recrutement d'Hugo Clément, qui a d'ailleurs une conception de la déontologie journalistique douteuse, puisqu'il avait fait notamment sur Combini vraiment un partenariat de communication avec L214, hein. Pourquoi pas, mais à minima, il aurait été honnête de le dire
aux gens qui regardaient Combini. Voilà. Eh bien, en tout cas, rassurez-vous, Hugo Clément pourra toujours manger ses desserts véganes dans des hôtels de luxe, puisque finalement, ces desserts seront payés par vos impôts et par la redevance télé. En tout cas, malheureusement, Hugo Clément n'est pas le seul indésirable à faire son retour sur le service public, si je puis dire. Le Covid, qui nous paraissait si loin maintenant, depuis que la guerre en Ukraine et les élections avaient capté l'attention médiatique, eh bien, le Covid fait son retour dans les journaux et sur la télévision. On regarde tout de suite un passage sur RMC. Plus de 50 000 cas par jour. Le rebond se confirme jour après jour. Oui, et le nombre de cas est sûrement sous-estimé. Les souches BA4 et BA5 arrivées il y a 2 mois en France devraient être dominantes d'ici 1 à 2 semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'une hausse de cas risque d'augmenter les hospitalisations. Et pour ça, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus à risque. Plusieurs spécialistes appellent donc à relancer la campagne de 4e dose pour les plus fragiles. Reprise du Covid-19, ça flambe, alerte les pharmaciens, nous dit La Dépêche. Covid-19, hausse des cas, nouveaux variants, retour du masque, l'Europe entame l'été sous le spectre de la reprise épidémique selon 20 minutes. Et enfin, les contaminations repartent en forte hausse en France et dans toute l'Europe. Cependant, avec un constat un petit peu moins alarmiste chez Le Monde, la plupart des experts ne se montrent cependant pas inquiets. Est-ce qu'on ne couvrait pas, finalement, Jean-Yves, déjà un retour des mesures liberticides et enfin une véritable campagne de vaccination obligatoire, pourquoi pas pour les enfants, ou encore une dose de rappel pour les plus âgés? Alors, le risque de mesures liberticides est probable, effectivement, puisque le président de la République, M. Macron, dans son allocution de mercredi dernier, a évoqué des mesures pour l'hôpital et des mesures sanitaires, donc ce qui visait, en tout cas pour la deuxième partie, le Covid. On voit d'ailleurs que la mécanique de propagande ne s'arrête jamais, puisque en même temps qu'on annonce le retour de l'épidémie, sous la forme d'un variant, semble-t-il quand même peu dangereux, moins dangereux que d'autres, Capital nous dit Covid-19, les États-Unis commencent à vacciner les enfants de moins de 5 ans. Et donc, on prépare le terrain pour la vaccination des enfants et même des jeunes enfants, alors que si on regarde les chiffres objectifs, les enfants ne développent pas ou développent extraordinairement rarement des formes graves de cette maladie et que par ailleurs, le vaccin n'empêche pas la contamination. Donc, la question de vouloir imposer la vaccination des enfants, ça relève d'une opération de propagande, d'une opération de diffusion de stock de médicaments. Ça peut difficilement être justifié par des raisons médicales. Et d'ailleurs, de nombreuses personnalités médicales ou de pédiatres sont très critiques vis-à-vis de ce projet qu'on voit revenir à travers la pression médiatique. Ceci étant, là, ça sera peut-être difficile d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour de nouvelles mesures liberticides. Difficile, mais pas impossible. Perspective inquiétante, donc on verra comment ça se déroulera dans l'hémicycle. La programmation de la chaîne parlementaire a pu en étonner agréablement quelques-uns cette semaine. Quand la gauche collaborait, l'extrême droite résistait. C'est le titre du documentaire de 2017 en 2 parties que la chaîne a décidé de rediffuser cette semaine. On regarde tout de suite un extrait pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. En cet été 1940, si certains individus cherchent à lutter contre l'occupant depuis la France, d'autres font un tout autre choix. Ils rejoignent l'Angleterre et s'engagent dans la France libre du général de Gaulle qui a lancé son appel à la résistance le 18 juin. C'est le cas de Gilbert Renaud, l'un des émeutiers du 6 février 1934, qui à Londres prend le pseudonyme de colonel Rémy. Rémy a été horrifié par le spectacle de la débâcle et par le soulagement général à l'annonce de l'armistice. Le 18 juin au matin, ayant entendu dire que les Allemands arriveraient à Vannes dans l'après-midi, ce qui d'ailleurs ne s'est fait que 2 ou 3 jours plus tard, j'ai dit à ma femme, si Hitler gagne cette guerre, toi et moi, nous allons devenir des esclaves, et nos enfants seront élevés dans la doctrine nationale socialiste, autrement dit, leur âme sera perdue. Je pense que tu es d'accord avec moi que dans une telle hypothèse, il vaudrait mieux que nous mourions tous. Je vais essayer d'aller me battre.
Le réflexe qui m'a fait partir pour l'Angleterre trouvait son origine dans l'enseignement que depuis 20 ans, je recevais sous la signature de Charles Maurras. Nourri de l'Action française, il ne m'était pas possible de reconnaître comme définitive la défaite de la France, expliquera-t-il plus tard. Ce qui est quand même étonnant, c'est que l'Obs y a même consacré un article élogieux. C'est donc une curieuse période électorale ou post-électorale que nous sommes en train de vivre, Jean-Yves, quand l'Obs se met à défendre l'extrême droite historique, quand l'extrême droite résistait 1939-1945, excusez-moi, à rebours des clichés. Un documentaire qui apporte un éclairage inédit et nuancé sur la période complexe de l'occupation de la France par l'armée allemande. Parmi ses parcours, on retrouve celui du monarchiste Gilbert Renaud, donc, qui deviendra le colonel Rémy. On trouve également Pierre de Bénouville, un ex-bagarreur de l'Action française qui rejoindra le réseau Combat. Qu'avait-il en commun avec les autres résistants, se demande le journal. La force du patriotisme, répond l'un des intervenants juifs, qui a résisté aux côtés d'Henri d'Astier de la Vigerie, monarchiste et antisémite notoire. Certains comptes Twitter du camp national ont pu s'en réjouir sur Twitter. C'est le cas par exemple de Louis Napo. LCP a vraiment diffusé un documentaire en 2 parties intitulé « Quand l'extrême droite résistait et quand la gauche collaborait, mais que se passe-t-il ?» Alors, ça peut paraître être une victoire finalement, Jean-Yves. Une victoire de nos idées. D'un certain point de vue, c'est une victoire métapolitique qui vient d'assez loin parce que vous voyez, j'ai dans ma bibliothèque des livres qui ont été publiés il y a 20 ou 30 ans et qui donnaient une vision plus exacte de l'histoire que la vision manichéenne qui est régulièrement proposée. Je peux citer le livre d'Alain Griottret, 40, la droite était au rendez-vous, qui rappelle notamment que le premier fusillé de la résistance, c'est Honoré Destienne-d'Orbe, officier de marine monarchiste. Et puis, il y a le livre de Dominique Vénère, Histoire critique de la résistance, qui aussi permet d'avoir une vision beaucoup plus exacte historiquement que ce qui nous est régulièrement raconté. Voilà. Et donc, là, ça se développe sous forme… Alors, ce n'est pas encore sur TF1 ou France 2, c'est la chaîne parlementaire qui a une audience plus limitée, mais bon, allez, ça va dans le bon sens, et c'est le résultat de combats très anciens, finalement. En tout cas, cet article de l'Obs est mal passé sur Twitter, puisque de nombreux journalistes, comme le responsable éditorial de Regard, se sont étonnés de cette programmation et de cet article élogieux, justement. Bon timing, non mais franchement, dit-il avec des points de suspension, on comprend très bien où il veut en venir. Cependant, Jean-Yves, cette victoire, elle est peut-être à remettre en contexte. On se rappelle par exemple du documentaire diffusé sur LCP, qui était consacré au grand remplacement, qui donnait un portrait absolument odieux de Renaud Camus, donc l'auteur qui a popularisé ce concept de grand remplacement en France, qui allait même jusqu'à le comparer à des terroristes suprémacistes blancs, ou encore aux néo-nazis. Donc une victoire peut-être à tempérer et à remettre en contexte. En tout cas, on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, une députée raciste dans la formation de la NUPES à l'Assemblée nationale. J'ai nommé Rachel Keke. Nous n'avons pas mentionné la véritable affaire de ces législatives dans notre premier sujet, Jean-Yves, c'est le cas de cette femme de ménage investie par la NUPES, Rachel Keke, sur qui tous les projecteurs médiatiques sont braqués et qui fait tourner toutes les têtes sur son passage. C'est vraiment l'entrée à l'Assemblée nationale qui a fait le plus de bruit. On regarde. « 302 députés vont faire leur premier pas sur les bancs de l'Assemblée. Et ce ne sont plus uniquement des cadres et des professions libérales. 49 artisans et ouvriers débarquent, et c'est sans doute elle qui symbolise ce changement. Caméras et photographes pour Rachel Keke, députée du Val-de-Marne. Son métier, femme de chambre. Le monde entier doit savoir que tous ces métiers essentiels
qui se disent qu'on ne peut pas être député, c'est faux. Quelle émotion joyeuse il y a à découvrir un peu plus Kéké et Rachel, la regarder se tenir, parler, rire et vibrer. Merci sincèrement à chacun de ceux qui lui ont permis d'entrer à l'Assemblée nationale. Vous avez contribué à quelque chose de grand, nous dit Najat Vallaud-Belkacem. Il faut s'inquiéter quand de telles louanges sortent de sa bouche. Législative, qui est Rachel Kéké, la première femme de chambre élue à l'Assemblée. Un portrait également dans Le Point. C'est vraiment une tempête médiatique qui s'agite autour de Rachel Kéké, puisque vous comprenez, c'est formidable qu'une technicienne de surface fasse son entrée à l'Assemblée nationale. Là où le bas blesse, cependant, pour la nouvelle députée, c'est qu'Internet se souvient de tout. F de Souche a retrouvé notamment des posts Facebook sur le compte Facebook privé de Rachel Kéké, dans lequel elle soutenait notamment le président Bachar al-Assad, le président syrien, où elle partageait des articles de F de Souche, une page de soutien à Marine Le Pen, ou encore de nombreuses vidéos assez vindicatives vis-à-vis de l'immigration maghrébine, sous prétexte que cette immigration-là, cette diaspora algérienne surtout, serait négrophobe. On regarde tout de suite ce qu'a à en dire Stéphanie Lamy, une experte de la société civile et une politologue française. Rachel Kéké qui se trouve, pardonnez-moi, je vous coupe, à la tribune. C'est vrai que c'est un moment assez fort et assez symbolique. Cette femme de chambre qui entre donc pour la première fois à l'Assemblée nationale, qui devient députée. On la voyait elle qui reconnaissait ne pas avoir fait d'études. Elle était devant l'Assemblée nationale, sur la place du Palais Bourbon, et elle dansait, elle a mis sa musique. Les autres étaient très étonnés, c'était le Val-de-Marne arrivant en force. Elle a un discours très structuré de syndicaliste. Il y a chez elle quelque chose d'extrêmement impressionnant, de vitalité, de force. On va voir comment elle s'intègre ou comment est-ce qu'elle conserve sa spécificité dans cette mandature. Cette forme de fraîcheur dont vous parliez tout à l'heure. Oui, voilà. On a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux où l'on voyait Rachel Kéké soutenir le Rassemblement national il y a des années, en 2017, voire même soutenir le régime de Bachar el-Assad. Des choses qui ont ressurgi. Je l'ai interrogée là-dessus. Elle m'a dit « Ne m'interrogez pas là-dessus, c'est ma journée historique, je ne veux pas en parler maintenant. » Évidemment, et on la comprend, la pauvre, et elle est extrêmement, en tout cas, représentative de ces Français qui ont évolué. Elle surenchérit sur Twitter. Personne ne s'est dit que peut-être Raissa Rachel Kéké, donc le nom du compte Facebook, serait un homonyme. Pardon, mais il n'y a rien qui va avec cette opération sémantique. Attention avant de RT, cela peut être du totalement fabriqué. Et enfin, Niels Wilk, journaliste bien connu de nos services, parle d'une rumeur qui ne serait pas vérifiée pour l'instant. On écoute tout de suite un petit point de Jean Bexon qui a fait sa petite enquête. Alors, plusieurs éléments indiquent que ces captures d'écran proviennent de son compte Facebook, donc un compte Facebook privé. Plusieurs éléments le prouvent, notamment c'est la longévité de ce compte Facebook, puisqu'il date de, si je ne me trompe pas, à peu près 2015. Donc si jamais quelqu'un s'est amusé à créer un faux compte sur Rachel Kéké, on peut trouver ça étonnant qu'il ait l'intuition de créer un faux compte en 2015, alors qu'en 2015, elle n'avait pas la notoriété qu'elle avait aujourd'hui. Après, en fait, il s'avère que ces publications qui dataient, elles, qui étaient plus récentes, par exemple de 2021 ou 2022, c'était des publications liées à sa lutte syndicale qu'elle menait dans l'hôtel Ibis des Batignolles. Donc, ça montrait qu'il y avait une continuité dans son profil et que c'est bien Rachel Kéké qui a été élue députée récemment. C'est bien elle qui tenait ce compte. Et puis des publications très personnelles de son mariage, par exemple, avec un chanteur assez connu en Côte d'Ivoire. Donc il y a plus, rationnellement, il faut être rationnel. C'est un compte de Rachel Kéké. Et puis donc, alors effectivement, Rachel Kéké, c'est un peu le conte de fées. Hein. C'est la femme de chambre qui devient députée et tous les médias, en plus, elle est africaine, donc tous les médias s'enthousiasment pour cela, sans voir que le personnage est un peu ambigu, parce qu'il a relayé des comptes dits d'extrême droite, qu'elle a pris position il y a
temps pour Bachar el-Assad, et qu'elle a pris des positions assez critiques vis-à-vis des Arabes qu'elle considère comme négrophobes. Alors, tout ça, c'est pas bien dans le tableau. C'est la réinfosphère qui le découvre et les médias principaux appliquent leurs œillères idéologiques. D'abord, ils nient dans un premier temps, et puis, quand les faits sont bien établis, ils mettent les œillères idéologiques et on passe à autre chose. D'ailleurs, quand un journaliste lui dit qu'est-ce que vous pensez de cela, elle répond non, écoutez, aujourd'hui c'est ma journée, on n'en parle pas. Et elle évacue l'affaire. On peut imaginer que quelqu'un d'un autre camp qui aurait subi les mêmes accusations, on ne lui laisserait pas tranquillement passer, entre guillemets, sa journée. Non, on continuerait de l'attaquer. Et puis, il y a un dernier point qui est particulièrement frappant dans l'entretien de la journaliste ou de la sociologue sur LCP, c'est la condescendance. On va voir comment elle s'intègre ou comment est-ce qu'elle conserve sa spécificité. La condescendance, puisqu'elle dit à un moment, quand elle ne veut pas répondre à la question, on la comprend, la pauvre. Voilà. Évidemment, et on la comprend, la pauvre. Et là, tout est dit sur la bien-pensance et malgré tout, le suprémacisme implicite de la classe politiquement correcte blanche. Ce que ça a permis d'évacuer également comme sujet, cette affaire Rachel Keke, c'est la véritable composition des catégories socio-professionnelles à l'Assemblée, et également la composition socio-professionnelle des différentes formations politiques. On constate que dans la NUPES, là où on met en avant ce parcours de femmes de chambre, c'est dans cette formation qu'il y a la plus grosse représentation de cadres, par exemple. Alors que c'est au Rassemblement national que la proportion de cadres est la moins élevée. Donc voilà, NUPES, 0% d'agriculteurs, 2% au RN, c'est tout de même déjà ça. C'est ce côté-là de la NUPES qui serait la plus proche de la société civile. Le mythe se casse un petit peu quand on regarde vraiment les faits factuels qui ne sont pas vraiment relayés par les médias. Et il me semble qu'il nous incombe de traiter également les graves accusations formulées par journalistes du Point à l'égard de Raquel Garrido et de son compagnon Alexis Corbière, tous les deux députés de LFI. L'employé sans papier de Raquel Garrido et Alexis Corbière. Le couple Garrido-Corbière lui aurait promis des papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre. C'est Aziz donc Zemouri, un journaliste du Point, qui explique qu'Alexis Corbière et Raquel Garrido emploient depuis plus d'un an une femme de chambre, justement, une technicienne de surface, qui serait sans papier et algérienne. Et donc, il a partagé une série de captures d'écran, d'échanges SMS entre cette femme de chambre et Raquel Garrido, dont la véracité est encore peu établie. Et le couple dénie, en tout cas formellement, ces accusations. Évidemment, il y a une certaine vraisemblance parce que le couple Garrido-Corbière ont déjà été accusés à plusieurs reprises d'être Thénardier, d'avoir bénéficié d'aides sociales pour aménager un logement. Enfin, bon, ils sont pas blanc-bleu. Bon, ceci étant, c'est une affaire où il faut vraiment être très, très, très prudent parce que Aziz Zemouri a quand même publié à différentes reprises des fausses informations, des diffamations, et par conséquent,
il faut être très, très, très prudent dans cette affaire. En tout cas, le journaliste a sorti son dossier sans l'avoir assorti au préalable d'une enquête aussi complète que ça l'aurait mérité, soit pour le publier si les faits sont ou étaient avérés, soit pour éviter de publier des éléments diffamatoires. Donc vraiment, c'est intéressant d'en parler parce qu'on est dans la politique et le médiatique, mais encore une fois, être prudent sur cette affaire. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine, Jean-Yves, pour terminer cette émission ? Fois n'est pas coutume, ce sera un coup de chapeau pour le Figaro, ou plus exactement pour le Figaro Vox, où il y a un très bon article qui est un reportage sur la ville de Nangis, qui est une ville de la périphérie de la Seine-et-Marne, où l'auteur décrit le malaise civilisationnel des Français de souche qui ne se reconnaissent plus très bien ou qui ne reconnaissent plus très bien la France dans les rues, avec la masse de femmes voilées, de burqa, le changement d'ambiance, et encore, ils ne traitent pas de ce qui se passe dans les piscines. En tout cas, merci beaucoup Jean-Yves pour cette émission. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à son terme. Je vous invite à l'aimer avec le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à la commenter et puis à la partager pour nous aider dans notre combat pour la réinformation. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, mais cette fois dans les studios de TV Liberté. Et joyeux anniversaire à TV Liberté d'ailleurs. Joyeux anniversaire à TV Liberté.